J'ai d'abord écrit, oui, des livres qui s'adressent aux enfants. Ça fait toujours sourire les gens. J'ai commencé par les enfants. Non pas que les adultes ne m'intéressent pas, mais je trouve que l'enfant, c'est un adulte en devenir, puis c'est important de s'adresser, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son développement sexuel. Fait que j'ai d'abord écrit des livres pour les enfants, ensuite pour les adolescents, des livres dans une perspective très globale, là, de les accompagner à grandir avec leur sexualité, avec leur état d'être garçon, d'être une fille. Ensuite pour les adolescents, ensuite pour les parents. Puis des livres plus spécifiques aussi sur la prévention des abus sexuels. Voilà, je pense que j'ai écrit en fait une douzaine de livres, dont 9 roulent encore, sont traduits dans 20 langues, je pense, et se promènent à travers la planète. Ça, c'est bien le fun. L'hypersexualisation, c'est comme une caricature au fond. Des fois, moi, je parle, c'est des mots qui n'existent pas, je parle de féminomanie et de virilomanie. C'est la caricature de l'être humain sexué, sexuel. Ce que ça transmet comme message, par exemple, aux filles, c'est qu'une fille, euh, c'est vraiment par le sexe que ça se définit, que ça a de la valeur. Hein? Donc, si je ne corresponds pas, si on a 12 ans, 15 ans, 17 ans et qu'on ne correspond pas au modèle proposé ambiant, qui est la super femelle, entre guillemets, la fille bandante, pour parler crûment, là, telle qu'elle est proposée un petit peu partout, bien, on se demande quasiment si on est une vraie fille. C'est mettre l'accent sur les attributs sexuels de façon caricaturale au détriment du reste. Je donne un exemple. Les filles, très souvent, vont être tellement préoccupées du corps, de correspondre à ce que c'est censé être une belle fille, d'avoir des seins de tel type, de plaire aux garçons de telle manière, d'être irrésistible, que le reste, par exemple, le reste c'est quoi? C'est le rapport à la santé, au sport, au plein air, à la littérature, prend du recul, là, hein, devient un peu et reporté un petit peu dans l'ombre au profit de correspondre à une espèce de modèle, de stéréotype, de parangon de la vraie femme, là, qui est celle qui a tel type de corps, puis qui pogne de telle façon. Et chez un garçon, il ne faut pas oublier les garçons, c'est toute la question de la virilomanie, là, de la musculature, de la performance. Je bande, donc je suis. Hein, c'est assez terrible parce que c'est pas ça qui définit un être humain. On sexualise le corps des enfants et on infantilise celui des femmes. Donc, on finit par avoir une sorte d'uniformité de modèle de ce qui est censé représenter le statut, là, ce que c'est supposé d'être une femme. Et c'est assez inquiétant parce que dans la vie, il y a des cycles, il y a un cheminement, il y a une évolution. On est un bébé, on est une fillette, on est une prépubère, une jeune fille, une femme mature, une femme vieillissante, hein, comme il y a des levées de soleil puis des couchers de soleil. Et là, on nous propose d'être un peu au même point. Bon, un exemple très frappant, c'est par exemple, cette tendance, cette mode-là à pas de poils. Hein? Les femmes n'ont plus de poils. Donc, même les organes génitaux féminins, la vulve d'une femme adulte est infantilisée, doit correspondre à ce que ça a l'air une petite fille. Et les petites filles, dès 6 ou 7 ans, sont dans des jeux des vêtements, des jouets, des bijoux, des activités qui tendent tout ou presque vers la séduction. C'est clair qu'il y a une tendance depuis, je dirais, je ne sais pas, là, c'est difficile à trancher, 15 ans, 20 ans peut-être, à trancher, je reviens à mon concept de féminomanie, de virilomanie, à mettre les petites filles dans des boîtes où tout est axé sur le féminin, mais outrancier, le féminin sexué, sexualisé. On tranche, un gars c'est comme ça, une fille c'est comme ça. Alors qu'au fond,
les intérêts de l'être humain, là, je veux dire, tu sais, c'est important pour un gars comme pour une fille de jouer avec des perles à enfiler, avec du maquillage à se déguiser. C'est important pour un gars comme pour une fille de bâtir avec des Legos, puis de faire des jeux de construction, tu sais. Tous ces jeux-là, que ce soit le vélo, les jeux d'escapade, de grimper dans les arbres, ce sont des jeux qui, au bout du compte, vont favoriser les talents psychomoteurs, les talents moteurs, les talents affectifs, alors que si on scinde, si on condamne la fille à être toujours la petite princesse, la petite poupée séduisante et séductrice, et si on confine toujours le garçon à être l'explorateur, le gars qui a du succès, qui performe, qui est fort, qui est invulnérable, bien, on rate, hein, on coupe l'être humain d'une grande, grande, grande richesse, autant les gars que les filles, que ce soit cette capacité, oui, d'explorer, oui, de découvrir, oui, de s'accomplir et d'être fort et forte, mais aussi, oui, de s'émouvoir. Les enfants se définissent, grandissent et se définissent, développent une estime d'elles-mêmes et d'eux-mêmes, filles et garçons, à partir des modèles autour. C'est ça l'identification. Le processus identificatoire, bon, bien sûr, c'est papa-maman, mais c'est aussi les modèles d'hommes et de femmes qui sont autour de nous. Quand les modèles sont inaccessibles, sont impossibles, ça ne se peut pas d'être la fille parfaite. Puis je dis parfaite, je le mets entre guillemets parce que pour moi, c'est pas ça la perfection. Mais le modèle proposé, il est inaccessible. C'est la fille qui a le visage en forme de cœur, qui a tel type de cheveux, qui a tel type de corps, qui a des seins d'une fermeté extraordinaire, des seins obus, qui a le bassin étroit comme une enfant de 5 ans, qui évidemment qui n'a pas de poils. Combien de fois j'entends des filles, elles ont 13, 14 ans, dire « Ben moi, j'ai pas de sein, mais c'est pas grave, je vais m'en faire faire. Ah ben moi, j'aime pas mon nez, mais c'est pas grave. » On est dans la chosification. Le corps est devenu une chose, un objet qu'on va mettre à sa main. Et, et c'est pas vrai, c'est sans fin, ça. On n'y arrive jamais à cette pseudo-perfection qui est véhiculée partout. Je me définis, je me reconnais si l'autre me renvoie que je suis belle et désirable. Donc, j'arrive à toute la question de la dépendance affective, de la dépendance amoureuse. Il me regarde, j'existe dans le regard de l'autre, donc je suis. Or, c'est pas vrai, ça. On existe. Même si on n'est pas, on se voit pas là, comme une guirlande dans le regard de l'autre personne qui est devant soi. Et ça, c'est assez pathétique parce que on a tous et toutes besoin d'aimer, d'être aimé. On vit dans un monde, hein, là, on est là ensemble à discuter. C'est important là, qu'on se renvoie des choses. Je ne nie pas ça. Mais je dis attention, à partir du moment où on n'existe plus que si l'autre reconnaît qu'on existe, donc nous trouve belle, nous trouve désirable, nous trouve conforme, là, ça devient vraiment pathétique. Je me souviens d'une une petite fille, c'est une directrice d'école qui m'avait raconté ça, une petite fille de 9 ou 10 ans qui était très amoureuse d'un garçon, puis ce garçon-là ne s'intéressait pas du tout à elle. Alors elle se demandait qu'est-ce qu'elle avait, qu'est-ce qui faisait que, bon, est-ce qu'elle était assez belle, pourquoi est-ce qu'elle ne l'aimait pas, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas être son amoureux. Et, euh, elle avait dit comme ça, en toute simplicité, à la directrice, est-ce que tu penses que si j'envoyais une photo de ma vulve, qu'il m'aimerait? Hein? C'est pour dire, c'est pour dire à quel point est banalisé le sexe. Est-ce que finalement, avec du sexe, je vais finir par être aimée? Moi, je m'étais dit, bon, il y a quelque chose de bien, de positif là-dedans. Elle avait assez confiance en la personne qui était à côté d'elle, en l'occurrence sa directrice d'école, pour en parler. C'est déjà ça. Et la deuxième étape, c'est bon, ben, qu'est-ce que on fait, nous autres, comme adultes qui accompagnent ces enfants-là, tu sais, pour dire, hey, ça ne changerait rien. On t'aimera pas plus si tu lui montres ta vulve aux 80. On t'aimera pas plus si tu te fais refaire des seins puis que tu as les seins.
on le sait maintenant, la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique, par exemple, ça augmente pas l'estime de soi. C'est démontré, ça ne change rien à l'estime de soi. C'est sûr qu'il y a des femmes, des filles qui vont dire, bon, ben moi, le fait que je m'accepte mieux, je me suis aimée plus. Peut-être, là. Mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas de panacée là-dedans. En fait, le modèle sexuel dominant, c'est un modèle pornographique. C'est un modèle qui dissèque la personne. C'est pas un modèle relationnel. Un modèle sexuel, ça pourrait être un modèle relationnel, un modèle où on prend en considération la personne. Alors, le modèle dominant, c'est un modèle qui dissèque. Et la publicité, la pub, les magazines, la pub à la télé, un peu partout, va bien sûr se conformer à ça. J'ai vu, moi, des pubs de bouffe pour chat, de nourriture pour chat, où la fille est presque en string penchée pour donner de la bouffe à son chat. J'ai vu des pubs de yogourt où tu as l'impression que la fille est en train de faire une fellation parce que ça reproduit là, vraiment ce qu'on voit dans la porno, le yogourt qui coule. Bon, alors oui, bien sûr, je pense qu'il n'y a personne qui va nier là, qu'on voit. Il n'y a pas que ça, par contre. Il y a aussi ces pubs où les gars, puis les gars vont, quand on parle des gars, les hommes plus âgés, peut-être pas les adolescents de 14-15 ans, vont dire, mais c'est épouvantable. Dans les pubs depuis 4-5 ans, les gars, c'est tous des imbéciles. Des imbéciles aux gros muscles. Hein? Mais ça reproduit encore cette idée qu'un homme, c'est, tu sais, ça peut être complètement nul sur le plan affectif, sur le plan émotif, sur le plan même de l'intelligence, parfois, dans certaines pubs. Mais si ça a des gros muscles, puis que ça fonctionne, puis que ça a des érections minutes, puis que c'est une machine distributrice d'orgasme, wow! En fait, la présence de sexe, que ce soit à travers l'Internet, ça arrive sur leur téléphone, la porno, ça arrive partout, la mode des sextos dont on entend parler depuis quelques années, quelle place ça prend dans la vie, dans l'univers des enfants, des jeunes? J'ai envie de dire, puis sans dramatiser, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à dramatiser, ça prend presque toute la place. Dans le sens suivant, c'est que c'est devenu tellement banalisé, tellement normalisé, tellement omniprésent, envahissant qu'on ne le voit plus. Je voyais une scène pseudo-érotique il y a quelque temps à la télévision, dans une émission, une série très, très, très écoutée. Je veux dire, c'était carrément une agression sexuelle. Les personnes le voyaient. Parce que hein, c'est là, puis les filles aiment ça, se faire bardasser. Et puis, tu sais, il ne faut pas s'étonner de ça, mais sauf qu'il faut développer sa vigilance, puis il faut le pointer du doigt, puis dire, hey, ça là, c'est pas vrai. Un garçon, une fille aujourd'hui, je dirais de 11 ans, là, 10, 11 à 13, 14 ans, c'est normal qu'ils soient intéressés. Il y a une brèche, il y a une ouverture, il y a un phénomène, c'est la puberté, la prépuberté, il y a une charge hormonale, il y a un désir de connaître, il y a une curiosité tout à fait saine qui fait qu'ils vont chercher du matériel érotique. Ils vont vouloir connaître. Alors, si on ne leur en fournit pas qu'il y a de l'allure, ben, ils vont trouver ce qu'ils vont pouvoir trouver. Et pour nourrir cette curiosité saine, normale, saine et souhaitable. Mais sauf que l'éducation sexuelle, hélas, elle se fait beaucoup par l'univers médiatique, par Internet. Je veux dire, on le sait, l'éducation sexuelle structurée à l'école, il n'y en a à peu près pas. Dans les familles, il n'y en a pas beaucoup. Donc, et c'est pour ça que c'est drôlement important d'être capable de proposer autre chose aux jeunes. Le garçon dans la pornographie, l'homme, c'est la machine, mais c'est aussi le détenteur de pouvoir. Et la fille, c'est l'objet au service de la machine, donc celle qui comble tous les besoins au détriment et qui fait semblant. Et c'est absolument avilissant et qu'on me montre, moi, de la porno, puis je ne suis pas quelqu'un qui suis là pour moraliser, mais qu'on me montre une porno qui mettrait en situation, ce ne serait plus de la porno, ce serait de l'érotisme, qui mettrait en situation des hommes et des femmes qui vont à la rencontre l'un de l'autre avec tout ce qu'ils sont,
leur corps, leur sexe, mais aussi leur tête, leur cœur, leurs émotions. On n'est plus dans la porno, là. La pornographie, à la rigueur, il pourrait ne pas avoir de tête, hein. Il pourrait... C'est vraiment un ajustement de pièces anatomiques où la fille fait semblant d'avoir des orgasmes tonitruants. Pourquoi? Pour satisfaire l'ego du mâle. C'est pas compliqué. Tu sais, c'est pas par hasard que dans la pornographie, il y a presque toujours, 99,9% du temps, moi, ce que j'appelle la signature éjaculatoire. Le gars éjacule de façon visible, dans le visage, sur les seins, sur le corps de la fille. Hein? C'est comme s'il mettait sa griffe, sa signature. Voilà mon produit, je viens de le griffer. Hein? Ça, c'est un symbole qui est très, très, très pornographique de ce rapport-là, dominant-dominé. Tout ça a un impact, ces codes sexuels, hypersexuels, frôlant le porno dans le monde actuel, dans l'espace public. C'est sûr, tout a un impact de toute façon, mais c'est sûr que ça en a un. Si ça en a un sur la perception de ce que c'est la sexualité, de la perception de l'autre, ça en a un aussi sur est-ce que je suis capable, est-ce qu'on est capable de faire la différence entre un consentement et un non-consentement. Moi, il y a déjà un gars qui m'a dit qu'il avait carrément agressé sexuellement une fille. J'ai même pas besoin de dire comment il l'avait agressé, qu'est-ce qu'il lui avait fait. Hein. On sait qu'une agression, ça peut être un toucher, comme ça peut être une pénétration, comme ça peut être... Bon. Et pour lui, il était d'une sincérité désarmante et bouleversante. Pour lui, c'était tout à fait normal, parce que lui, il a compris que c'était de même que ça marchait. Que les filles, ça aime ça, se faire bousculer, puis se faire agresser. Alors, il ne s'agit pas de lui donner raison, bien au contraire, mais de bien prendre conscience de l'impact de tout ça sur le rapport de force. Le rapport de force, le rapport de domination, puis le rapport d'agression aussi. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais il s'agit d'être assez lucide pour être conscient de ce que ça renvoie comme proposition, comme étant peut-être acceptable. Je pense que l'éducation sexuelle des enfants, comment on peut les aider dans ce monde hyper sexualisé et hyper sexualisant, la première affaire, c'est de se poser des questions sur soi-même. C'est quoi mon rapport à moi, à ça? Moi, je suis un adulte accompagnateur, je suis un modèle en principe pour mon enfant. Donc, qu'est-ce que moi je transmets? Si je sais que mon enfant, mon fils, ma fille voit des scènes sexuelles, de toute façon, il y en a à la télé, il y en a partout. Qu'est-ce que je fais quand je suis devant ça? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je récupère? Est-ce que je suis assez à l'affût pour m'en rendre compte? Il y a des gens qui ne les voient même pas, ces choses-là. Tellement, tu sais, l'effet de banalisation, là, elle a un impact aussi sur les adultes, pas juste sur les enfants. Donc, déconstruire ça, proposer autre chose. La troisième tâche du parent, de l'accompagnateur, c'est de rivaliser avec le message ambiant. C'est de proposer aux jeunes, moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans Foule sexuelle pour les adolescents, dans tous mes livres, c'est de dire, la sexualité, c'est beau et bon, tu y as droit. C'est pas une question de condamner. C'est pas une question de condamner. C'est une question de mettre les choses en perspective, donner de l'information juste, suivre les étapes du développement psychosexuel de l'enfant. La sexualité, ça commence avec la naissance et ça finit avec la mort. Ça ne commence pas à 14 ans. C'est là, à 5 ans, 7 ans, 10 ans. Mais c'est là, dans une forme qui est en rapport avec le développement de l'enfant. Quand on propose à un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans des images comme on en voit aujourd'hui, on le coupe de son enfance, on lui fait sauter des étapes. Sauf que la sexualité, elle est là.